Tout à l'heure, notre sœur a fait un très bon poème, mais un poème très dur. Si elle avait fait ces poèmes dans une autre université, en dehors de la République démocratique du Congo, je crois qu'elle aurait eu des applaudissements du début à la fin. Ou alors, les gens seraient en larmes pendant qu'elle était en train de réciter. La République démocratique du Congo, ça n'émeut personne. Et quand on l'applaudit, c'est pour la forme. On va en parler. Messieurs les directeurs généraux, messieurs les secrétaires généraux académiques, chers Wapolisi, messieurs les secrétaires administratifs, mesdames et messieurs les professeurs, distingués membres du corps académique, administratif et technique, distingués invités en vos titres et qualités, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'inviter à prendre la parole dans cette conférence sur les viols et les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, thème central de nos actions de plaidoyer national et international pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs africains. Mesdames et messieurs les responsables, je tiens à vous dire combien d'initiatives de votre institution m'émeut. Elle me touche d'autant plus que l'ISP Bukavu est le fils aîné de l'enseignement supérieur et universitaire dans notre province. Notre génération a toujours regardé votre institution avec admiration et respect. En matière de développement, l'ISP a fait ses preuves en formant de hauts cadres de notre pays qui rayonnent avec un grand prestige dans notre province, sur notre territoire national et même au-delà de nos frontières. C'est dire toute ma fierté d'être parmi vous pour réfléchir ensemble sur ce que pourrait être le rôle des établissements d'enseignement supérieur et universitaire dans la construction de la paix dans notre pays. Mesdames et messieurs, cette conférence a lieu au moment où les plaies béantes de notre nation saignent à nouveau dans le Nord Kivu. Comme vous le savez tous, le 29 et le 30 novembre dernier, à Kishiché et à Bambo, un massacre des civils innocents a été commis par le groupe terroriste du M23, supplétif de l'armée rwandaise. Les rapports d'enquête préliminaire publiés par les Nations Unies confirment qu'au moins 131 personnes ont été tuées à l'aide d'armes à feu et armes blanches. Parmi les victimes, il y a 102 hommes, 17 femmes, 12 enfants, aux côtés de 60 personnes qui ont été enlevées et au moins 22 femmes et 5 filles violées. Et ça, c'est tout simplement le sommet de l'iceberg. Les rapports du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme renseignent par ailleurs que des éléments du M23 auraient enterré eux-mêmes les corps des victimes dans ce qui pourrait être une tentative de destruction de preuves. Nous savons que c'est une pratique courante pour ce mouvement. Avant toute chose, je vous prie de nous lever pour observer une minute de silence et d'indignation en mémoire de nos compatriotes massacrés et exprimer notre compassion aux familles des victimes. Mesdames et messieurs, à l'heure où notre pays semble à nouveau rouler vers l'abîme, en refusant l'oubli de nos morts, en refusant de nous résigner au silence, au risque de trahir leur honneur et les rêves qu'ils caressaient, nous accomplissons tout simplement un travail de vérité et de mémoire. Nous rappelons à nos compatriotes
et au monde qu'en maintes endroits, l'armée rwandaise s'est supplétif de l'AFDEL, du CNDP, du RCD, du M23, ainsi que d'autres occupants, ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même des actes qui pouvaient être constitutifs des crimes de génocide à l'encontre de notre population. Des milliers de nos frères et sœurs ont été sauvagement exécutés à Lemera, à Kasika, à Makobola, à Katogota, à Kisangani, à Kaziba, à Kanyola, Beni Butembo. Je ne peux pas citer toutes les villes et tous les villages qui ont été concernés par ces massacres. À ce jour, plusieurs d'entre eux n'ont pour sépulture que les rapports mapping des Nations Unies, dont les recommandations sont malheureusement restées lettres mortes depuis 11 ans. Depuis la guerre de l'AFDL en 1996 jusqu'à aujourd'hui, des centaines de villages et de villes de notre pays ont été marqués au fer rouge de sang par la folie meurtrière de nos envahisseurs. Les massacres de Kishiché et Bambou marquent certes le paroxysme de l'actuelle guerre imposée à notre population, mais en rappellent d'autres. Et si nous ne faisons rien, en annonce d'autres. C'est d'autant des raisons de nous lever tous ensemble, comme un seul homme, de nous lever contre les broyages de notre humanité et contre la manipulation des faits qui falsifient l'histoire en tenant de faire passer les pyromanes pour des sauveurs. Cette tâche de sentinelle de la mémoire est celle de chaque citoyenne congolaise et chaque citoyen congolais. Mais dans un contexte de danger pour notre nation, elle est aussi et davantage celle des institutions de formation comme la vôtre. En plus de la formation scientifique dispensée à notre jeunesse pour la préparer à assurer sa responsabilité sociétale, vous tenez le rôle phare d'éveilleurs de conscience de notre société. Dans ce contexte de guerre, de velléités d'assujettissement de notre peuple et de balkanisation de notre pays, vous faites partie des dépositaires de notre mémoire collective en tant que peuple et nation. Vous êtes également les héros de la promesse faite à notre jeunesse et aux générations à venir de rester braves, de ne jamais courber les chines face à l'adversité, de ne jamais oublier d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui et vers où nous allons demain. La nature même de votre métier, la vocation d'enseignant vous confère une importante responsabilité dans la gestion et la transmission de la mémoire, car une société qui oublie ses fils et filles massacrés à cause de la cupidité des hommes n'en est pas une société. Car une société sans mémoire et sans repère, elle est vouée à la répétition des tragédies, d'échecs et des rendez-vous manqués qui ont jalonné son histoire. Une telle société n'a objectivement pas d'avenir dans le concert des nations. Et j'espère que nous ne serons pas cette société. Mesdames et messieurs, en évoquant la place fondatrice du souvenir dans la structuration et la consolidation des sociétés, il est déplorable de constater que la violence, les crimes et l'impunité soient des marqueurs importants de la mémoire de la société congolaise depuis sa jeunesse jusqu'à ces jours. Je ne reviens pas sur notre douloureuse histoire qui a façonné le monde tel qu'il est aujourd'hui, de l'esclavage à la colonisation, la dictature et les 3 décennies de guerre que nous connaissons aujourd'hui. Dans la réalité, ce n'est ni une guerre ethnique, ni une guerre idéologique comme on le connaît ailleurs.
c'est essentiellement une guerre économique. Mesdames et messieurs, l'avenir du Congo en tant que pays et nation est suspendu à cette donne. Tant que nous, Congolais, nous ne comprendrons pas que notre pays est trop riche pour être laissé en paix, tant que nous ne comprendrons pas que nous devons user de notre intelligence collective pour tirer aussi notre épingle du grand jeu qui se joue sous nos yeux, sans nous, nous resterons les dindons de la farce. Le temps est venu de nous organiser pour nous doter d'une gouvernance à la hauteur de ces enjeux mondiaux et prendre notre destin en main. Le temps est venu pour nous de comprendre que si nous avions été le perdant de l'époque esclavagiste, de l'époque coloniale et de ces 60 ans de la post-colonie, le moment est venu de nous doter des politiques et des dirigeants capables de comprendre les réalités mondiales et de placer notre pays dans une posture qui permettra à notre peuple d'être enfin bénéficiaire de ses richesses et non la victime éternelle. Déjà, la révolution numérique s'est faite avec le coltan du Congo. Demain, la révolution verte, la transition énergétique nécessitera absolument le cobalt et le lithium du Congo pour la fabrication d'alternance à la hauteur de ces enjeux mondiaux et prendre notre destin en main. Le temps est venu pour nous de comprendre que si nous avions été le perdant de l'époque esclavagiste, de l'époque coloniale et de ces 60 ans de la post-colonie, le moment est venu de nous doter des politiques et des dirigeants capables de comprendre les réalités mondiales et de placer notre pays dans une posture qui permettra à notre peuple d'être enfin bénéficiaire de ses richesses et non la victime éternelle. Déjà, la révolution numérique s'est faite avec le coltan du Congo. Demain, la révolution verte, la transition énergétique nécessitera absolument le cobalt et le lithium du Congo pour la fabrication d'alternance à la hauteur de ces enjeux mondiaux et prendre notre destin en main. Le temps est venu pour nous de comprendre que si nous avions été le perdant de l'époque esclavagiste, de l'époque coloniale et de ces 60 ans de la post-colonie, le moment est venu de nous doter des politiques et des dirigeants capables de comprendre les réalités mondiales et de placer notre pays dans une posture qui permettra à notre peuple d'être enfin bénéficiaire de ses richesses et non la victime éternelle. Déjà, la révolution numérique s'est faite avec le coltan du Congo. Demain, la révolution verte, la transition énergétique nécessite. Les violences sexuelles liées au conflit sont des violences qui sont connues depuis la nuit des temps, mais étaient considérées jusque-là comme des crimes invisibles, ignorés, considérés comme un dommage tout simplement collatéral, inévitable dans la guerre. Depuis l'adoption de la résolution 1325 et 1820 du Conseil de sécurité, il y a une reconnaissance comme une arme de guerre, exacerbant la situation de conflit armé et empêchant le rétablissement de la paix et de la sécurité. En outre, ces actes odieux peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un acte constitutif de crime de génocide selon les statuts établissant la Cour pénale, les statuts de Rome établissant la Cour pénale internationale. Vous pouvez voir ici que nous avons fait une évolution incroyable d'un acte qui était considéré tout simplement comme un dommage collatéral, donc inévitable et qui doit arriver. Aujourd'hui, cet acte peut être qualifié même d'acte constitutif des crimes de génocide. Nous venons de très loin. Deuxièmement, nous pensons que, en République démocratique du Congo, nous avions participé à cette évolution pour que, en fait, l'histoire puisse reconnaître ces drames de l'humanité. Pourtant, les fléaux de la violence sexuelle, malheureusement,
continue de se répandre dans tous les continents et dans tous les conflits contemporains, tels que Tigré, Yémen, Myanmar. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup en Ukraine, où notre équipe de Panzi revient il y a 2 semaines pour faire des explorations. Mais en fait, ceux qui vivent en Ukraine, nous les vivons depuis maintenant 25 ans. Et ceci, c'est au mépris du droit international humanitaire. Les femmes et les enfants sont les cibles des combattants pour désorganiser en fait les communautés adverses et tout simplement, une fois désorganisées, pouvoir les assujettir. En Bosnie, au Rwanda, au Sud-Soudan et au Soudan, le viol a été utilisé comme une technique de nettoyage ethnique. Alors qu'au Nigeria, en Irak et en Syrie, la vente des femmes sur des marchés d'esclaves, je ne sais pas si vous imaginez qu'une personne, on la place et en fonction de son teint, de ses cheveux, de sa forme, qu'on puisse donner à cette personne un prix en dollars. Quelle honte pour notre humanité de voir les femmes sur le marché. Et en République démocratique du Congo, tout comme en Colombie, le viol a été utilisé plutôt comme l'arme de guerre pour des intérêts plutôt économiques. En 1999, lorsque nous créions l'hôpital de Panzi, notre objectif était de pouvoir aider les femmes enceintes, car nous savons que nous avons un taux de mortalité maternelle parmi le plus élevé de la planète. 7 femmes sur 1000 accouchements meurent en couche. Malheureusement, lorsque nous avons commencé, ce n'est pas une femme qui est venue puisqu'elle venait accoucher, mais c'était plutôt une femme qui avait été violée avec une extrême violence et considérée à ce moment-là comme un acte tout simplement barbare, isolé. Malheureusement, aujourd'hui, on compte plus de 70 000 survivantes prises en charge par notre institution. Ceci nous a permis de faire notre première publication sur cette situation qui s'était appelée Rape with Extreme Violence, The New Pathology in South Kivu, Democratic Republic of Congo. Cette étude nous a permis tout simplement de faire une corrélation entre les graves violations dont sont victimes les femmes et les enfants et la lutte pour le contrôle des zones riches en minerais. Sur la carte, vous pouvez très bien voir, lorsque nous avions fait cette étude, le but était de savoir d'où venaient les femmes, et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, là où les femmes venaient, c'est effectivement là où se trouvaient des mines de coltan ou de l'or, mais également c'est là où évoluaient les groupes armés. Et ici, je tiens à vous dire qu'il ne faut pas confondre le viol comme arme de guerre avec un acte sexuel non consenti, et je ne veux pas réduire la gravité de l'acte sexuel non consenti qui est aussi grave. Mais ceci nous amène à définir les caractéristiques de ces viols comme armes de guerre. D'abord, ce sont des actes qui sont méthodiques. Viol collectif, c'est-à-dire que les femmes, quand on les interrogeait, rarement la femme était violée par une personne. C'était toujours par 3, 4, 5, et souvent la femme perdait connaissance et ne savait plus compter, et donc elle était dans un état tout simplement où elle ne pouvait plus se rendre compte, mais nous avons eu des femmes qui ont pu compter plus de 10 personnes qui violent une seule femme. Ces viols se font en public, devant les maris, devant les enfants, devant la communauté. En fait, ces actes se suivent toujours des tortures, et pour les jeunes femmes, malheureusement, souvent elles partent en esclavage sexuel. Ce sont des viols massifs, car les femmes de villages entiers pouvaient être violées en une seule nuit. On a vu ça, par exemple, le jour de Saint-Sylvestre à Fizi, où toutes les femmes de Fizi, de porte en porte, on allait violer les femmes, mais on les violait en présence d'autres personnes. Et le fait de les violer en présence d'autres personnes, ça crée des victimes directes, donc la femme qui a été violée, mais lorsqu'un enfant ou le mari assiste au viol de sa femme, impuissant, incapable de pouvoir l'aider,
en fait, ils deviennent des victimes indirectes. Et enfin, systématique, car ne tient compte ni de l'âge ou du sexe. Les hommes représentent 1% des malades que nous prenons en charge à l'hôpital de Panzi, et la fille ou le bébé le moins âgé que nous avions soigné avait tout simplement 6 mois. Et la femme la plus âgée, elle était accompagnée de sa fille qui avait 70 ans. Donc nous avons espéré et nous avons pensé qu'elle a au-delà de 80 ans. Donc vous comprenez très bien que ce sont des viols qui sont bien caractérisés, qu'on ne peut pas confondre avec un viol qui est fait par un homme dans un endroit isolé. Ici, on voit très bien que c'est fait avec un objectif bien défini. Ces viols ont des impacts. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ces viols armes de guerre, puisque ça entraîne un déplacement massif de la population. Une femme qui a été violée une fois, ou l'homme qui a assisté impuissant au viol de sa femme, lorsqu'on annonce que le groupe est à quelques mètres, c'est tout le village qui se vide pour aller chercher la sécurité. Il y a une réduction démographique, puisque parmi les femmes que nous avons soignées, il y a des femmes qui se sont retrouvées avec des baïonnettes dans l'appareil génital, ou on tire sur l'appareil génital à balles réelles pour détruire l'appareil génital de la femme, mais également brûlées par des caoutchoucs chauds, ou alors tout simplement introduire des produits chimiques dans l'appareil génital de la femme. Et cet acharnement sur l'appareil génital de la femme, tout simplement, c'est pour empêcher à ce que, c'est la seule interprétation que nous pouvons faire, empêcher à ce que la femme puisse continuer à porter d'autres générations. Mais également, la réduction démographique peut être due au fait que les femmes, après avoir été violées par 10 personnes, il y a des personnes qui sont infectées et qui vont donc transmettre à la femme le VIH-Sida, et la femme sera un réservoir de virus qui va transmettre cette maladie transversalement dans la communauté. Et en transmettant la maladie dans la communauté, en fait, elle va transmettre aussi la mort, mais une mort douce qu'on ne saura pas imputer directement à l'acte de viol. Et troisièmement, les infections sexuellement transmissibles. On sait très bien, par exemple, les chlamydia, qui entraînent tout simplement des adhérences pelviennes qui vont faire que la femme va avoir mal toute sa vie, une douleur pelvienne, mais elle ne peut pas non plus accoucher. Donc vous voyez très bien qu'en utilisant cette arme très efficace, on peut réduire la démographie sans tirer à balles réelles sur les personnes, mais en détruisant tout simplement la source de la vie qui est la femme. La destruction de l'économie, je ne vais pas en parler. Vous savez, ils brûlent les maisons, ils brûlent tout ce qu'ils trouvent, ils tuent les vaches dans les hauts plateaux, etc. Donc, c'est une volonté déterminée de rendre la population congolaise pauvre pour mieux l'assujettir. La destruction du tissu social et la vie des familles, ça va de soi. Lorsqu'on viole une mère en présence de ses enfants, cette mère perd tout simplement sa dignité de maman en étant violée en présence de ses enfants. Nous avions vu des couples où, c'était d'ailleurs à Chabunda, où la femme était violée à la chair alors qu'ils étaient dans un service. C'était la femme d'un pasteur. Après, cette église est disparue. Nous qui sommes de Bukavu, nous avons cette stratégie. Quand on a tué l'archevêque ici, c'était pour nous dire il n'y a personne qui va échapper, nous sommes puissants, nous sommes forts, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Alors ce sont des messages qui sont très forts pour détruire les tissus sociaux et donc donner l'impression à la communauté que la communauté, en fait, toutes ses croyances religieuses, culturelles, familiales, disparaissent dans cette destruction du tissu social. Et malheureusement, souvent, nous ne sommes pas tolérants. Lorsque ça arrive, la femme doit être chassée de sa famille. Donc nous avons le même impact qu'une guerre classique, mais ici, on n'utilise pas des armes qui coûtent cher. On utilise la violence sexuelle. Ceci nous a amené à réfléchir, même pas, je ne dirais pas réfléchir, les femmes qui arrivaient nous ont poussé à les prendre en charge
Et la première prise en charge, c'était médicale, puisque nous sommes un hôpital. Et lorsque nous avons commencé à prendre en charge les femmes à l'hôpital, nous nous sommes rendus compte que ces modèles que nous faisons, c'est un modèle que nous appelons holistique et que nous avions besoin de pouvoir partager avec le monde de notre expérience. Nous avions écrit dans PLOS Médical cet article que vous pouvez trouver. Cette prise en charge comprend d'abord la prise en charge médicale, où nous faisons des examens cliniques et paracliniques. Le moyen que nous avons, c'est la prévention des grossesses non désirées après viol. Nous faisons la prévention des IST, comme je viens de le dire, ou du VIH, et nous pratiquons la chirurgie des lésions génito-urinaires et digestives basses. Pour les indications, lorsque les femmes se présentent avant 72 heures, là nous avons la possibilité de leur donner ce kit PEP pour éviter qu'elles aient une infection sexuellement transmissible, le VIH, et avoir une grossesse non désirée. Après 72 heures, malheureusement, il faut courir derrière les infections et traiter tout simplement les lésions génitales lorsque ces lésions existent. Pour chaque femme que nous voyons, nous faisons un certificat médical au cas où un jour on aura besoin de traduire les auteurs de ces crimes en justice. Le même travail que nous faisons à Panzi, nous le faisons également en clinique mobile. Souvent, nous sommes appelés par des communautés. Lorsqu'il y a des viols qui s'opèrent dans des communautés en province du Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, ou même Tanganyika où nous sommes, en fait, nous envoyons des équipes mobiles qui soignent localement, font la même prise en charge qu'à l'hôpital de Panzi, et tous les cas compliqués, nous les transférons à l'hôpital de Panzi, après, bien sûr, avoir entraîné le staff local à faire la même chose que nous. Sur le plan de la prise en charge psychologique, puisque, en fait, traitées médicalement, ces femmes qui ont été humiliées devant tout le monde, le traitement médical ne suffit pas. Donc, nous avons une prise en charge psychologique, et là, si vous voulez en savoir plus, nous avons plusieurs méthodes que nous utilisons. Nous avons publié dans le Global Mental Health un article pour décrire en fait le traitement psychologique de nos malades par exemple la chanson. Et aujourd'hui, l'effort que nous faisons, c'est d'intégrer en fait la santé mentale dans les soins de santé primaire en l'intégrant à tous les niveaux de la prise en charge, au niveau communautaire, au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux généraux de référence, mais également avoir la possibilité d'avoir un psychiatre au niveau provincial. Notre prise en charge a deux volets. Il y a la phase aiguë, où de toute façon, lorsque la victime arrive, elle ne sait pas manger, elle refuse de parler, elle est dans un état où elle ne peut même pas communiquer. Nous utilisons plusieurs techniques, dont la thérapie d'exposition narrative, mais également, parfois les femmes, leur plus grande demande, c'est que aidez-moi à ce que mon mari puisse comprendre, par exemple, que je n'ai pas le VIH, que je n'ai pas des infections sexuellement transmissibles, et que mon mari me permette de prendre en charge avec lui nos enfants. Donc nous avons une équipe de médiation familiale, mais nous faisons aussi des thérapies des processus cognitifs. Sur le long terme, nous utilisons plusieurs types de thérapies qui sont des thérapies qui peuvent être à long terme. Et ici, j'ai parlé de la musicothérapie, de l'art-thérapie, etc. Et parfois, il nous arrive, pour les femmes qui carrément deviennent psychiatriques, nous les prenons en charge sur le plan psychiatrique par une chimiothérapie qu'on associe souvent à cette psychothérapie. Nous faisons également un appui socio-économique pour ces femmes, puisque une fois rejetées, elles ne peuvent pas retourner dans leur village alors que les maisons ont été brûlées, les maris les ont chassées, et souvent c'est la femme qui reste avec les enfants. Ici aussi, nous avons fait des publications pour montrer ou partager notre connaissance, et là vous avez des références, puisque ici nous avons le patron de la recherche au Sud Kivu. Donc c'est très très important que nos universités puissent apprendre à toujours
partager les informations qu'on a et vous pouvez voir ces articles. Donc dans ces formations, nous faisons l'alphabétisation, la formation en métier et nous faisons également la scolarisation. Mais ce qui me touche beaucoup et qui, moi, me donne l'espoir, ce sont les AVEC, les associations villageoises d'épargne et de crédit, ou les mutuelles de solidarité, où j'ai l'impression qu'en fait, les femmes, une fois traitées, leur capacité, donc leur résilience et leur capacité de reprendre la vie est très très élevée. Et avec ce système, par exemple, on voit très bien que le tissu social qui était détruit à la base, on peut reconstruire ce tissu social, puisque les femmes, lorsque vous les regroupez en 25 avec des objectifs communs, on voit très bien qu'elles peuvent travailler ensemble, elles peuvent échanger, elles peuvent se faire confiance mutuellement, et donc une capacité de pouvoir reconstruire les tissus sociaux détruits, et pourquoi pas donc être les piliers de la construction de la paix dans notre pays. On ne peut pas donner à une femme des activités sans remettre à la femme la dignité. Aujourd'hui, si vous visitez certains logements de certaines femmes, des victimes de violences sexuelles, ça ne peut que vous donner des larmes aux yeux. Dans notre programme pour la dignité, nous essayons de donner aux survivantes un toit qui signifie aussi j'ai une adresse, j'existe, j'ai un chez moi, et tout simplement, c'est une façon de remettre cette dignité à ces victimes de violences sexuelles. Le quatrième pilier, le dernier pilier, c'est l'assistance légale. En fait, lorsque les femmes se portent bien physiquement, lorsque sur le plan psychologique, elles sentent qu'elles sont capables de pouvoir affronter la vie, et lorsque sur le plan socio-économique, ces femmes ont la capacité en fait de nourrir leurs enfants, elles sont logées souvent et leurs enfants vont à l'école, on a constaté que ces femmes reviennent nous voir pour demander justice. La photo que vous avez là, c'est à Minova, où une dame était tuée elle était tuée par son mari, et les femmes de Minova se sont mobilisées pour nous voir, pour demander la justice pour la victime. Et là, il y avait une forte pression. À moins d'un mois, il y avait déjà, on pouvait rendre justice à cette dame qui avait été tuée par son mari. Mais ce que nous faisons, ce n'est pas seulement accompagner devant les cours des tribunaux. Nous faisons aussi l'éducation aux droits, puisque beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits, et le fait de ne pas connaître leurs droits, elles ne peuvent pas les réclamer. Nous les sensibilisons sur le droit de la femme, et surtout nous travaillons sur la masculinité positive. Je suis très étonné, et je peux même dire, bon, peut-être je peux faire d'interprétation, mais c'est rare que j'ai l'auditoire des hommes comme aujourd'hui. Habituellement, j'ai des auditoires des femmes. Et peut-être ça aussi, ça peut traduire peut-être le nombre des femmes qui sont inscrites à l'ISP. Nous devons travailler sur la masculinité positive, puisque je crois que lorsque nous excluons la moitié ou nous traitons la moitié de notre population, en fait, nous sommes en train de perdre tout simplement un potentiel. Et nous travaillons pour que, en fait, les hommes et les femmes puissent vivre dans l'égalité. Nous formons des leaders locaux et du personnel judiciaire. Nous faisons l'implémentation des cliniques juridiques locales pour une justice de proximité et l'organisation des chambres foraines. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans le Sud Kivu, presque dans une année, on sera dans tous les territoires où nous construisons des places où les femmes peuvent venir porter leurs plaintes et pouvoir discuter de leurs problèmes. Nos consultations sont gratuites, conseils et orientation. Nous accompagnons des victimes devant les cours et tribunaux et nous payons leurs frais de justice. Ici, nous avons publié un article que vous pouvez trouver très intéressant de cas de Kavumu. Peut-être beaucoup savent, pendant presque 5 ans, il y a un groupe armé à Kavumu qui violait les enfants de moins de 5 ans et les détruisait. Nous avions fait tout pour essayer d'arrêter ces barbaries. On n'a pas pu, puisque le patron de ces groupes, il était député, et donc on nous disait qu'il jouit d'une immunité.
une immunité qui vous permet de violer les enfants de moins de 5 ans. Heureusement que nous avions eu un colonel auditeur de Bukavu. Quand je lui ai parlé, il a dit « ça, ce n'est pas acceptable ». Et il a accepté de nous accompagner puisqu'il a qualifié cet acte de crime contre l'humanité. Et le jour où ces députés avec ces hommes ont été arrêtés, alors que ça faisait 5 ans que chaque semaine on opérait au moins 5 enfants de moins de 5 ans à Kavumu, les jours où il a été arrêté avec ces hommes, les semaines qui ont suivi, jusqu'à ces jours, il n'y a plus de viols à Kavumu. Ça, c'est pour vous dire la force de la loi. Lorsque nous ne faisons pas pratiquer la loi et que nous laissons plutôt la force, au lieu de donner la force à la loi, on laisse à ce que les gens se comportent comme ils veulent, les résultats sont toujours catastrophiques. Ici, je voulais dire que nous sommes en train de faire l'expansion de ces modèles. Aujourd'hui, nous sommes à Mulamba, c'est dans le Walungu, Boulenga, c'est dans le Calais. Nous avons commencé à Kinshasa et nous avons le projet de nous installer aussi à Kisangani où les préparatifs sont en cours et dans les Sankuru, à Lodja, pour permettre à ce que ces modèles puissent bénéficier des femmes sans qu'elles soient obligées de prendre un avion pour venir au Sud Kivu. En utilisant ces modèles, nous avons pu observer que les femmes arrivent à une guérison, nous transformons leur souffrance en force et, comme je l'avais dit, ces modèles permettent en fait de construire la paix dans notre pays, puisqu'en fait, si nous construisons la paix au niveau de la base, nous pouvons le faire de façon pyramidale. Alors, à l'instar des Panzi, nous sommes là pour discuter avec vous. Que peuvent faire les établissements d'enseignement supérieur et universitaire dans la construction de la paix en République démocratique du Congo, à l'instar de ce que nous faisons? Je voulais d'abord donner quelques préalables en disant que le droit à l'éducation, il faut vraiment insister, c'est primordial pour assurer l'exercice effectif de tous les droits humains et des libertés fondamentales, que ce soit civil, politique, économique, socio et culturel. Si on n'éduque pas notre jeunesse, si on n'éduque pas notre population, on ne donne pas l'accès à l'éducation à notre population, nous pouvons être sûrs que ce sont des personnes qui ne sauront jamais réclamer leurs droits, quels que soient les droits. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'ODD 4, l'objectif de développement durable, concernant l'éducation, des qualités pour toutes les filles et tous les garçons, c'est vraiment une source d'opportunités et vecteur de privilèges pour parvenir à atteindre tous les autres objectifs. Vous ne pouvez pas atteindre les 17 objectifs de développement durable si vous ne commencez pas par éduquer la population. Donner à votre population, et pas n'importe quelle éducation. Nous devons être, nous, éducateurs, et vous, les étudiants, nous devons tous être rigoureux pour que ce soit une éducation de qualité. Puisque si ce n'est pas une éducation de qualité, nous sommes en train de former des chômeurs qui, après, ne servent à rien et on ne pourra pas atteindre ces objectifs de développement durable. Et à l'instar d'ailleurs des droits humains, les ODD sont aussi indivisibles. On ne peut pas dire je choisis de faire ça, je laisse l'autre. Ils sont interdépendants. C'est pour cette raison que nous pensons que le développement durable permet également à construire la paix, puisque la paix est dans les objectifs de développement durable. Mais si on ne fait rien à l'ISP, on ne fait rien à l'ISDER, de toute façon, cette construction de la paix sera illusoire. Malheureusement, aujourd'hui, il y a la privation d'éducation pour les filles et les garçons, et ceci est exacerbé dans le contexte des crises et des conflits où les femmes et les enfants sont touchés de manière disproportionnée. Nous avons rencontré des familles qui, ici au Sud Kivu et au Nord Kivu, qui par an se déplacent de leur village au moins 2 fois. Et quand ils fuient comme ça, et progressivement, en fait, les enfants n'arrivent pas à étudier comme il se doit. L'organisation Save the Children dit que sur les 426 millions d'enfants vivant aujourd'hui dans les zones de conflit, cette ONG estime que 72 millions d'entre eux, soit un enfant sur 6, vit à 50 km ou moins de conflits ou de forces armées ou de milices
ont perpétré des violences sexuelles contre les enfants au cours de seulement l'année 2021. Je ne sais pas si vous réalisez 72 millions. Et nous qui vivons au sud Kivu, nous savons, au nord Kivu, nous savons qu'en fait, nous devons avoir un chiffre très élevé par rapport à ces enfants qui ratent l'éducation à cause du conflit. Je voulais vous parler un tout petit peu de l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité, de la résolution 2255 du Conseil de sécurité, qui prône l'inclusivité et la participation. Et le terme jeunesse s'étend de toute personne qui est âgée entre 18 et 28 ans. Et donc, c'est la majorité ici à l'ISP, c'est une majorité aussi écrasante de la population congolaise selon notre pyramide des âges en RDC. Il y a une forte proportion de personnes qui subissent les effets des conflits armés, et y compris même des réfugiés et des déplacés. Vous ne pouvez pas réaliser à quel point j'ai rencontré des Congolais et des Congolaises qui ont essayé de traverser la Méditerranée, la souffrance qu'elles subissent lors de leur déplacement vers l'Europe. Mais quand vous allez au nord Kivu, dans le camp de Kanyarushi, vous verrez à quel point, même dans le camp, les filles continuent à subir des violences. Si privées d'accès à l'éducation et des perspectives d'économie, donc cette jeunesse, malheureusement, sera fortement préjudiciable à l'instauration d'une paix durable et de la réconciliation. Donc nous devons faire un effort, puisque lorsque nous les privons de l'éducation, malheureusement, en fait, cette jeunesse ne pourra pas servir à grand-chose. L'éducation, la formation et l'emploi sont indispensables pour prévenir la marginalisation de jeunes. Et nous qui sommes ici, nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes. D'ailleurs, quand on voit des groupes armés, des gens qui parlent, il y en a qui ont des licences de l'ISP, il était professeur à l'intérieur, il décide de venir diriger un groupe armé. Et quand vous causez en profondeur avec tous ces jeunes, parfois c'est puisque les parents ont tout investi pour que l'enfant aille étudier à Bukavu, mais une fois l'enfant retourne dans son village, il n'y a pas du boulot, il continue à vivre comme des enfants qui n'ont pas fait des études. En fait, ils deviennent automatiquement des maïmaï. Donc, les instituts, si nous ne travaillons pas sur non seulement l'éducation, mais également pouvoir du travail, de l'emploi pour les étudiants qui terminent dans nos formations, effectivement, nous sommes tout simplement en train de créer des maïmaï très intelligents et qui peuvent poser des problèmes. Donc, il y a un impératif d'investir dans les jeunes. Il y a un impératif d'investir dans les jeunes pour qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel. Je crois que je reviens sur notre fille qui a présenté tout de suite ici. Je pense que réaliser son plein potentiel, c'est notre responsabilité à nous tous. Puisque je pense que les capacités qu'il y a là, malheureusement, dans notre pays, on ne sait jamais pousser les autres. On est toujours à penser à ses enfants, sa famille, etc. Mais lorsqu'on a une personne qui a les capacités que mademoiselle, j'ai oublié le nom, a présenté tout de suite, nous devrions, Apolline, nous devrions absolument pouvoir la permettre de réaliser ses pleins potentiels dans le théâtre, dans le cinéma, etc. Elle a les capacités de pouvoir le faire. Il faut contribuer ainsi à la réalisation de la paix, sécurité et développement social et économique dans notre pays, en essayant de pousser les meilleurs de nous d'aller plus loin, les meilleurs de nous de pouvoir travailler. Il faut absolument appuyer des activités de prévention des violences sexuelles, ainsi favoriser la cohésion sociale. On a très bien vu que la violence sexuelle détruit cette cohésion sociale. Nous faisons également, nous devons faire la promotion d'une culture de paix, de la tolérance et du dialogue, et enfin bâtir des sociétés inclusives et pacifiques. Et ça, c'est très important. Je crois que, chers amis, chère jeunesse ici présente, qu'on ne vous trompe pas, quelqu'un qui n'est pas inclusif, c'est quelqu'un qui détruit. Quel que soit, même si vous faites partie de son inclusivité,
quelqu'un qui bâtit sur le tribalisme, quelqu'un qui bâtit sur le régionalisme, c'est quelqu'un qui détruit. La jeunesse doit bâtir bâtir en sorte que nous ayons des sociétés inclusives et qui est pacifique. C'est la seule façon de pouvoir éviter tous les conflits que nous avons. Donc l'inclusion et la participation effective des jeunes dans les efforts de construction de la paix sont conditionnés par l'éducation. Si on n'éduque pas suffisamment les gens, dès qu'ils ont un discours de haine, un discours d'exclusion, ils s'accrochent à ça, alors que ce discours ne pourra pas les amener plus loin. Et c'est ici où les établissements supérieurs, universitaires, doivent participer dans la construction de la paix. Et je suis très content de savoir que l'ISP veut lancer un master de paix ici à l'ISDER. Ça, c'est formidable parce que je crois que nous avons besoin de ça. Enfin, on devra s'occuper de 3 catégories d'enfants comme enseignants, comme formateurs. 3 catégories d'enfants. Les enfants qui ont vu leurs parents, qui ont subi d'abord eux-mêmes des viols et des violences sexuelles, ces enfants sont profondément traumatisés. Et lorsque vous l'enseignez, comme enseignant, vous devez vous poser la question, même avant de commencer à enseigner, posez-vous la question comme les questions que nous sommes posées à Panzi. Deuxièmement, c'est les enfants qui naissent du viol. Ce sont des enfants qui sont traumatisés par cette absence de cohésion sociale. Et lorsqu'on les prend en charge comme enseignants, on doit absolument tenir compte de ces faits que ce sont des enfants qui sont traumatisés. Et le troisième type d'enfants, ce sont des enfants qui ont été témoins de violences sur leurs parents. Et chacun de nous ici sait à quel point, où est-ce qu'il plaçait ses parents. Et lorsqu'un enfant voit ses parents dans cette souffrance extrême et qui ne peut rien faire pour ses parents, c'est un traumatisme profond. Et posez-vous la question, comment cet enfant pourrait un jour respecter les parents des autres ou tout simplement respecter les règles sociales, puisqu'en fait, les parents sont le summum des règles pour les enfants. Alors, je vais essayer d'être court pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe lorsqu'une femme, un homme, ou lorsque un enfant est violé. Qu'est-ce qui se passe? Cet enfant que nous allons accepter à l'ISP lorsqu'il aura 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Lorsque l'enfant subit, lorsque l'enfant ou lorsque l'adulte est devant une situation dangereuse, le fonctionnement du cerveau, au niveau de l'amygdale cérébrale, il y a toujours une réaction émotionnelle qui se prépare, et cette réaction émotionnelle va directement agir au niveau donc des surrénales et entraîner la sécrétion d'adrénaline et de cortisol. Ces 2 hormones vont permettre d'abord à ce que le cœur commence à aller vite, que vous commencez à respirer très vite puisque vous avez besoin de beaucoup d'oxygène, et troisièmement, ça mobilise dans le sang du glucose. C'est pour vous permettre de répondre à l'agression, de répondre au danger. Mais avant que vous répondiez à ces dangers-là, le message va partir de l'amygdale cérébrale et va arriver au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une partie du cerveau qui est au niveau du cortex cérébral, mais qui est une forme en fait de logiciel de l'homme. Lorsque l'information arrive, disons par exemple, vous êtes devant un lion, l'hippocampe va donc analyser et vous donner tout ce qu'est un lion. Si vous arrivez à dire c'est un lion, donc il va vous dire il est dangereux, il va tout simplement vous déchirer, etc. Et il encode les informations. Toutes les informations qui arrivent à ce niveau-là sont d'abord analysées, encodées et puis stockées. C'est cet hippocampe-là qui nous permet d'avoir la mémoire que notre sœur a dit que nous n'avons plus. Alors, une fois que l'hippocampe a déjà
analyser et synthétiser les formations qu'il a reçues, il va vous donner la stratégie de survie. L'hippocampe va vous dire, il peut vous dire, non, vous avez peur, c'est pas un lion, c'est un faux lion, c'est juste, on a taillé une pierre en lion, donc à ce moment-là, il régule l'émotion, votre cœur va commencer à battre lentement, et puis vous allez commencer à respirer normalement, et vous devenez tout à fait normal. Mais l'hippocampe, ici, cette information a été mémorisée, puisque c'est lui qui gère la mémoire, mais tout ce que vous faites aussi, mais gère aussi tout ce qui est le repérage temporo-spatial. C'est cet hippocampe qui vous permet de vous dire que vous êtes à l'ISP, qu'aujourd'hui nous sommes le 20, etc. La première possibilité, il éteint l'alarme en disant il n'y avait rien, calmez-vous. La deuxième possibilité, il va moduler la réponse émotionnelle et par exemple, il va vous dire, pour un lion, si vous courez, il va courir plus vite que vous. Montez sur un arbre, il ne saura pas arriver. Et donc, soit il va vous demander de courir, soit il va vous demander de vous cacher, soit il va vous demander d'affronter, etc. Donc, en fonction des expériences, d'apprentissage, de tout ce que l'hippocampe a déjà encodé dans son système, il va vous dire ce qu'il faut faire. Et ce que vous allez faire va dépendre, en fait, de l'expérience du passé. C'est ça la mémoire. Pour les petits-enfants qui ont... Donc, l'enfant ne connaît... Son hippocampe n'est pas développé jusqu'à 2 ans. C'est rare que l'enfant sache. Mais l'amygdale est déjà opérationnelle à partir de 7 mois de grossesse. Et ça, c'est la réaction normale. Chez toute personne normale, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que je fais ? Il y a une situation, vous réagissez et vous prenez la décision en fonction de votre logiciel qui va vous dire ce qu'il faut faire. Maintenant, lorsque on viole, lorsque vous êtes devant une violence extrême, lorsque vous êtes devant une situation qui vous fait tellement peur, il y a des hommes en armes, vous voyez là, ils ont déjà tué, etc. L'amygdale cérébrale, comme tout à l'heure, va se motiver, va se mettre en action et va donner une réponse émotionnelle. Mais puisque le danger est grand, l'amygdale va commander plus fort la sécrétion de ces hormones de stress, le cortisol et l'adrénaline, qui vont augmenter. Mais en fait, ces deux hormones ont un problème, c'est que ce sont des hormones qui comportent un risque vital cardiovasculaire et donc le risque d'infarctus, ou alors neurologique, où vous pouvez détruire les dendrites. Ce sont en fait des neurones, vous détruisez vos neurones et vous devenez directement amnésique. Pour éviter ces rôles, cette destruction, au niveau du cerveau, il y a ce qu'on appelle la sidération psychique. Et cette sidération psychique entraîne une perturbation du mécanisme de réponse émotionnelle, comme on l'a vu tout de suite. Et il y aura directement, par le cerveau, la sécrétion des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs sont appelés des endorphines, qui sont de la même famille que les morphiniques, donc qui vont créer une disjonction entre l'amygdale qui répond et l'hippocampe qui devrait normalement traiter l'information. Et du coup, lorsqu'il y a une disjonction, il y a une déconnexion entre l'amygdale et l'hippocampe qui ne fonctionne plus à cause de l'agression ou le traumatisme qui est très très fort. Et lorsque ça continue, l'amygdale va continuer à sécréter, mais comme il ne transmet pas, il y aura l'arrêt de ces sécrétions pour sauver votre cœur et vos neurones, et votre cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque c'est une femme que quelqu'un voulait violer par force, cette femme va se battre, elle a peur, elle tremble, mais à un certain moment, elle lâche tout. Et l'agresseur, au parquet,
au cours des tribunaux, nous voyons souvent des gens qui disent « Mais oui, j'ai eu l'impression qu'il a accepté. » Non, elle n'a pas accepté. Elle a subi une disjonction. Et en subissant la disjonction, c'est une forme de survie qui permet à ce que, en fait, elle ne puisse pas, donc, que l'agresseur ne puisse pas aller jusqu'à la tuer. Et ici, normalement, dès qu'il y a l'arrêt des sécrétions de ces hormones de stress, le cœur commence à battre normalement, et la respiration devient normale, et l'oxygène dans le sang devient normal. Alors, cette disjonction, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce qu'on appelle une anesthésie émotionnelle et physique. Donc, la personne ne réagit plus. Mademoiselle, vous pouvez nous chanter, nous dire toute la souffrance que nous connaissons. Ça ne dit rien. La salle est presque indifférente. Une anesthésie émotionnelle. On vit aujourd'hui, la plupart de notre population vit dans une, tout simplement, anesthésie émotionnelle. On ne réagit plus. Vous pouvez voir des gens en train de tuer quelqu'un à la rue et les gens viennent voir comment on va mettre un pneu, comment on va mettre le feu et comment la personne est en train de crier. Ça, ce ne sont pas des réactions normales. Ce sont des réactions qui sont dues à une anesthésie émotionnelle que l'on perçoit et qu'on n'a plus cette capacité de réagir. Mais la deuxième chose avec la disjonction, c'est la dissociation. La personne qui est disjonctée, normalement ne sent plus la violence. Ce qu'il est en train de subir, il ne sent plus. Il le vit comme si c'était normal. Et je peux vous dire que dans notre société aujourd'hui, des gens qui nous privent la nourriture, nous privent l'eau, nous privent la vie tout simplement, nous les applaudissons. On les applaudit puisque tout simplement, notre capacité, nous sommes dans une dissociation entre nous, ce que nous vivons, et ce que notre façon, notre cerveau vit, c'est tout à fait différent. En d'autres termes, c'est comme si une population entrait dans ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Donc, vous voyez votre bourreau et vous vous dites, mon mécanisme de survie, c'est de faire tout pour que je sois en bonne relation avec lui. Alors, quand il passe, vous dites, ah, mon couboua, où est le chef? Bon, donc, ce sont des attitudes de survie que les gens créent pour pouvoir vivre. En fait, ces attitudes sont liées à la mémoire traumatique. Puisque si vous êtes ici, si vous êtes là, tout ce que vous gardez ici, c'est la mémoire autobiographique. Donc, vous pouvez vous rappeler, vous pouvez raconter, vous pouvez en parler. Mais ici, lorsque nous subissons ce que nous subissons, la mémoire autobiographique ne fonctionne pas puisque l'hippocampe n'a pas traité l'information, l'a encodée et l'a gardée. Mais cette mémoire traumatique, c'est une machine à remonter le temps qui vous tue, puisque lorsque vous avez subi le traumatisme, vous ne saviez pas. Donc, vous avez pensé que tout était fini. Mais quand vous posez la question à une femme qui avait été violée, à chaque fois quand elle sent même l'odeur qui ressemble à l'odeur de son agresseur, directement, elle commence à faire le même, et elle souffre de la même façon, comme si elle était en train d'être encore violée. Donc, cette mémoire traumatique, c'est une mémoire qui vous empêche tout simplement de pouvoir vivre normalement, et vous êtes dans une situation de disjonction, vous êtes dissocié, tout ce que vous faites, vous le faites, mais en fait, finalement, dans votre fond intérieur que vous ne contrôlez pas, ce n'est pas vous qui agissez. Et je crois que lorsqu'une population souffre à le stress post-traumatique, c'est un gros problème, puisque finalement, tous ces problèmes, la population ne les prend pas au sérieux. Et donc, moi, je crois que lorsque nous allons avoir ces enfants
ici à l'ISP, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'ils ont connu dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Puisque nous avons même des études IRM qui montrent que les personnes qui ont subi des violences sexuelles, des viols avec extrême violence, leur cortex est tout à fait réduit par rapport aux femmes qui n'ont jamais subi les viols. Et donc je pense que nous ne pouvons pas perdre tous ces enfants, il faudrait absolument qu'on puisse pouvoir les aider. Et ici, les statistiques nous montrent que à l'est du Congo, 17% des femmes violées à l'est ont eu des enfants indésirés issus du viol. Et la résolution 2467, c'est la première fois qu'en fait, sur le plan légal, on les accepte comme des individus. Je ne sais pas si vous savez que ces enfants aujourd'hui, ils ont 20 ans. Mais la plupart n'ont pas d'identité. Puisque tout simplement, il y a des familles qui disent « Nous ne voulons pas que cet enfant de serpent puisse porter le même nom que le nom de notre famille. » Et du coup, ils ne vont pas l'inscrire à l'état civil. Donc, c'est tout un problème. Et l'enfant qui, à partir de l'âge de 7 ans, cherche son identité, ne trouve pas, c'est un traumatisme supplémentaire qui va faire qu'on va avoir un enfant avec un stress post-traumatique qu'il faudrait absolument pouvoir adresser, car l'enfant est considéré comme tout simplement un mauvais souvenir. Ils sont stigmatisés, tous se subissent des abus. Si vous avez eu à parler avec eux, beaucoup même sont tués, abandonnés. Nous en avons qui sont déposés à la porte de l'hôpital et la mère disparaît. Là, on la dépose dans une salle et on disparaît. Voilà, ces problèmes vont persister, quel que ce que nous faisons, et faisons attention puisque ça peut aggraver les greffes transgénérationnelles. Et là, ça veut dire que nous sommes en train de transmettre en fait le mal à des générations qui vont suivre. Ça va détruire toute notre cohésion sociale et engendrer de nouveaux cycles de violences, je l'avais déjà dit. Et vraiment, je pense que c'est une véritable tragédie humaine, mais aussi une bombe à retardement. Vous imaginez, à un moment, nous avions appelé à Chabunda, c'était en 2004, je crois. Il y avait 3000 enfants nés issus du viol. Et on voulait que ces enfants, on les rapatrie au Rwanda. Ils ne connaissent rien au Rwanda. Le simple fait, ils étaient violés par les Interahamwe et les familles ne voulaient pas de ces enfants. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces enfants 20 ans après, quand ils ont subi tout ça? Et en fait, nous devons savoir que nous sommes assis sur une bombe à retardement. Et nous avons un rôle comme éducateur, lorsque nous avons des enfants comme ça, de prendre des mesures qui s'imposent, puisque ce sont des enfants qui peuvent nous poser de gros problèmes, puisque eux-mêmes, ils sont dissociés, et donc ce qu'ils peuvent faire parfois peut être lié plutôt à cette absence de mémoire autobiographique et qui peut nous causer des torts. Je crois que dans nos universités, dans nos institutions, nous devons absolument, pour avancer avec cette question des violences sexuelles, organiser des tests psychologiques à l'admission de nouveaux étudiants. Ça, je pense que c'est très important, puisque lorsque vous avez un étudiant qui a une mémoire traumatique, qui peut développer un stress post-traumatique, je crois qu'il nécessite un traitement, puisque c'est une ressource pour le pays, mais le fait que tout son système de mémorisation, d'apprentissage est perturbé par cette mémoire traumatique, c'est un enfant qui pourrait avoir toutes les chances que les autres, mais qui va se comporter comme on voit par exemple les motards sur la route. C'est un comportement de stress post-traumatique qui les amène à poser des actes presque qui sont criminels, mais ce sont des actes pour se protéger. Il faut absolument qu'on fournisse un soutien psychologique, socio-psychologique aux défavorisés et aux victimes de violences sexuelles. Troisièmement, il faut créer des comités pour surveiller la violence sexiste et promouvoir le bien-être physique et émotionnel des étudiants. Il ne suffit pas seulement de sanctionner, il faut parfois essayer de comprendre, surtout dans notre situation, comprendre la situation des étudiants, développer des codes de conduite comme mécanisme de lutte contre les violences sexistes, et en fait soutien
à la création dans les établissements d'enseignement supérieur de clubs qui seront dirigés par les étudiants et reflétant les intérêts communs tels que la construction de la paix, les droits humains, la protection de l'enfance, la protection de la femme, le genre. Et ces activités doivent avoir un caractère beaucoup plus amusant qu'un caractère souvent sérieux que nous faisons. En conclusion, mesdames et messieurs, l'école, les instituts supérieurs et universitaires permettent le développement de la mise en valeur de l'intelligence des jeunes. Nous devons y travailler. La formation de la jeunesse aux valeurs républicaines, jeter les bases de l'éveil à la citoyenneté et à la participation, contribuer de manière positive à l'évolution de la société, lutter contre les injustices et bien sûr pour la construction de la paix durable en République démocratique du Congo. Et moi je pense que quand je vois la jeunesse congolaise à travers le monde, je pense que nous avons des génies qui disparaissent dans cette mémoire traumatique. Nous avons la responsabilité d'encadrer la jeunesse pour que ce soit une jeunesse qui trouve des solutions aux problèmes, pas seulement du Congo, mais les problèmes